Oui, effectivement, je ne sais pas si c'est le mot peur qui doit prévaloir, mais il est exact que je suis un de ceux qui... nous pensons vraiment qu'on a un problème devant nous à cause de nos activités et de leur influence sur notre climat. Ça peut devenir un vrai problème si nous ne prenons pas des mesures, et les mesures, elles sont à prendre maintenant. Donc je vais essayer de vous emmener dans cette activité de tout ce qui touche au réchauffement climatique. On risque d'en entendre pas mal parler en France au cours des 2 prochaines années, puisque la conférence climat 2015 aura lieu en France. Alors le problème auquel nous faisons face est un problème où nous avons des certitudes, on se pose beaucoup de questions, et aussi on a bien sûr des incertitudes. Mais je crois que la conclusion, c'est que les certitudes sont suffisantes pour l'action. Alors nos certitudes, voilà, c'est que nous modifions la composition de notre atmosphère, 40% de plus de gaz carbonique depuis 200 ans, méthane, protoxyde d'azote. Ces composés ont la propriété d'être des gaz à effet de serre. Simplement, ils piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Et l'augmentation de l'effet de serre se traduit en fait par une augmentation de l'énergie disponible pour, disons, chauffer le système climatique dans son ensemble. Et c'est quelque chose de très bien documenté. C'est une certitude. L'autre certitude, c'est que donc ça vient du rapport GIEC 2007, c'est que le réchauffement est sans équivoque et qu'il continuera. Ce sont des certitudes. Alors les questions, et c'est des questions qui sont pertinentes, qui sont tout à fait légitimes. Une question qui est au centre du débat, c'est de savoir si le réchauffement que nous vivons depuis une 50aine d'années est déjà lié au réchauffement climatique. Notre réponse est assez claire. Nous pensons que c'est oui. Nous sommes déjà dans un monde dont nous modifions le climat. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons aussi de nombreuses incertitudes. Donc, voilà, tout simplement pour vous dire que, disons, ce qu'on fait est bien documenté. Ce sont disons, voici les principaux gaz à effet de serre. Alors, il faut bien dire en premier lieu que le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en modifions pas par notre action directe, par exemple par l'irrigation, ou nous n'en modifions pas la quantité dans l'atmosphère. En revanche, cette quantité est modifiée par le climat lui-même. Disons, quand l'océan se réchauffe, il y a plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et c'est une rétroaction positive. Disons que l'augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère contribue à l'augmentation du réchauffement climatique. Donc simplement pour vous dire que c'est bien documenté, que si on regarde une année comme l'année dernière, 70% de l'accroissement de l'effet de serre est lié directement à notre utilisation de combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et donc, il y a un lien très fort, très clair entre énergie et climat, qui est évident tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans les débats. J'ai moi-même participé en France au débat national sur la transition énergétique. Donc tout cela, disons, ce lien énergie-climat est au cœur du débat. Donc j'ai passé le GIEC, donc c'est ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Je suis vice-président du groupe scientifique. Nous venons de produire notre 5e rapport pour ce qui concerne les éléments scientifiques. Les rapports suivront en 2014 sur les conséquences du réchauffement climatique, l'adaptation, les aspects socio-économiques. Mais, comme vous voyez, nous confirmons dans ce 5e rapport ce que nous avions dit dans le précédent en 2007. Non seulement le réchauffement est sans équivoque, mais il est sans précédent. Voilà, ça dépend des variables que l'on regarde, mais par exemple pour la température, il est clairement sans précédent au cours du dernier millénaire. Et ensuite, ce qui est beaucoup plus clair encore que dans les années récentes, disons qu'en 2007, c'est que ce réchauffement affecte toutes les composantes du système climatique. C'est ça qui est important, j'y reviendrai. Alors un point de débat, par exemple, un point de discussion, c'est que quand vous regardez en haut, vous avez les données année par année à l'échelle planétaire. Vous voyez ce réchauffement des 50 dernières années, un peu moins de 1 degré. Mais au cours des 10 dernières années, disons 15 dernières années, depuis 1998, le réchauffement est 3 fois moins rapide qu'il n'était sur les 30 années précédentes. Donc vous avez vraiment une inflexion dans le réchauffement. Alors notre argument, c'est qu'en fait, on voit que cette chaleur, une partie de cette chaleur va semble-t-il, plus dans l'océan actuellement.
on ne s'attend pas à ce qui, disons dans notre raisonnement, ce qui est important, c'est de regarder vraiment décennie après décennie et non pas année après année. Disons, on ne s'attend pas à ce que chaque année soit plus chaude que la précédente, mais bien sûr, vous voyez, à l'échelle décennale, c'est très clair que c'est le cas, et ça se poursuit de toute façon. Et que le rythme soit différent d'une décennie sur l'autre n'est pas quelque chose, disons, d'exceptionnel. Simplement pour illustrer mon propos sur le fait que finalement notre diagnostic ne repose pas que sur la température moyenne de l'océan, de l'atmosphère, mais également sur la température de l'océan, l'énergie qui rentre dans l'océan. La couverture de neige, par exemple à droite, la couverture de neige, eh bien, elle diminue. Elle a diminué de 2 à 3 millions de kilomètres carrés depuis une centaine d'années. Quand on regarde maintenant à la fin de l'été, en septembre, eh bien, la couverture de glace dans l'océan Arctique a pratiquement été divisée par 2 par rapport à la première partie du XXe siècle. Alors, on était autour de 10 millions de kilomètres carrés et maintenant on est un peu en dessous de 5, ça dépend des années. Et puis surtout, je crois que le paramètre intégrateur le plus clair du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer. Vous voyez en bas à gauche, cette élévation du niveau de la mer, alors on peut dire que c'est pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, c'est 3 mm par an actuellement. En fait, ça témoigne de 2 phénomènes qui sont eux-mêmes directement liés au réchauffement climatique. Alors, le premier phénomène, c'est la dilatation de l'océan, ce qu'on appelle l'expansion thermique. Disons, l'océan se réchauffe. On voit de façon très claire l'océan de surface se réchauffer, et même un peu l'océan intermédiaire. Pas encore l'océan profond de façon très claire, mais l'océan se réchauffe et ça se traduit par, alors je vous l'ai déjà dit, par plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et ça c'est un phénomène important, et aussi par disons une contribution à l'élévation du niveau de la mer à peu près pour un bon tiers. Donc le reste de cette contribution se partage entre une contribution, alors ce sont des glaciers dans les 2 cas, mais on fait, disons, la part entre les glaciers qu'on appelle tempérés, disons que les glaciers de l'Himalaya, des Andes, des Alpes. Ces glaciers contribuent à l'élévation du niveau de la mer année après année. Leur superficie, leur volume diminue globalement. Et puis, c'est un phénomène plus récent, par exemple le Groenland. Le Groenland et l'Antarctique, donc c'est 2 grandes calottes, 2 grosses calottes, disons l'une au nord, l'une au sud. Il y a une vingtaine d'années, on pensait, enfin disons, on avait de bons arguments pour dire qu'elles étaient à l'équilibre, c'est-à-dire qu'elles ne contribuaient pas à l'élévation du niveau de la mer. Or, depuis une vingtaine d'années, on voit le découlement des grands glaciers qui arrivent du centre du Groenland, qui amènent la glace depuis le centre du Groenland vers les régions côtières, vers l'Atlantique Nord, s'accélérer. Et en fait, le Groenland est, par exemple, sur l'année 2013, probablement le premier contributeur à l'élévation du niveau de la mer, pour un peu plus de 1 mm. Voilà un petit peu l'image. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que quand on dit de façon très claire que le réchauffement est sans équivoque, ça s'appuie sur un ensemble d'arguments, pas simplement sur la température de l'atmosphère. Une fois ce diagnostic fait, alors la question qui est tout à fait légitime, qui est au centre du débat en France par exemple, pour beaucoup de climato-sceptiques, alors que ce n'est pas tellement important du point de vue scientifique, c'est simplement un problème de signal sur bruit. La question qui nous est posée de façon récurrente depuis le début disons dans les 5 rapports du GIEC, c'est est-ce que notre climat est déjà influencé par les activités humaines. En gros, on a augmenté actuellement de 1% l'énergie disponible et on sort tout juste du bruit, c'est exact, mais on voit donc ce que l'on fait, donc on utilise des modèles climatiques qui sont les mêmes que les modèles météorologiques, sauf que nous les faisons tourner sur de très longues durées. Et puis on tient compte à la fois de l'océan, enfin aussi de la biosphère, enfin de la végétation de l'océan. C'est plus compliqué que de simples modèles météorologiques. Et ça nous permet de regarder, au moins dans les modèles, la réponse des modèles. On voit bien à gauche, par exemple, dans le premier cas, disons, si on tient compte que des forçages qu'on appelle naturels, par exemple la variation de l'activité solaire, le fait que les grands volcans, disons, l'explosion des grands volcans se traduit par un refroidissement,
de quelques années qui peut se prolonger éventuellement. Donc en tenant compte de ce que nous connaissons, et nous connaissons bien les causes naturelles de variation du climat au cours des 100 dernières années, eh bien vous voyez la courbe bleue, on n'explique pas les données qui sont en noir, tandis que si on tient compte à la fois des causes naturelles de variation du climat et puis de celles liées aux activités humaines, alors il y a aussi, il n'y a pas que l'effet de serre, il y a aussi la pollution au sens trivial du terme, hein, ça tend plutôt à contrecarrer une partie de l'augmentation de l'effet de serre, eh bien on explique de façon tout à fait satisfaisante, hein, donc les enveloppes, ça correspond à une vingtaine de modèles, disons le réchauffement actuel. Donc ça, c'est un des arguments principaux pour vraiment, nous disons que sur plus de 95 chances sur 100, notre conclusion est qu'une partie importante du réchauffement climatique que nous vivons depuis une cinquantaine d'années est déjà liée aux activités humaines. En fait, on sait très bien pratiquement entre pratiquement 2/3 de degrés peuvent être attribués à l'effet de serre. Au mieux, on ne peut atteindre qu'un dixième de degré aux causes naturelles de variation du climat. Donc pour nous, il y a eu aussi qui est très clair, ce qui ne veut pas dire que la question n'est pas légitime, au contraire, elle est tout à fait légitime, tout simplement parce que bien des réchauffements de 1 degré, notre planète en a connu sans intervention humaine. Alors maintenant, nous allons regarder vers l'avenir. Alors regarder vers l'avenir, c'est aussi... donc nous n'avons pas, enfin moi-même, dans mon propre domaine de recherche, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au climat du futur, ce sont c'est plus la reconstruction des climats passés. Donc je me suis surtout intéressé à ce que peuvent nous apprendre les grands forages de l'Antarctique et du Groenland. Donc ils nous apprennent beaucoup de choses. Hein. Disons, regarder vers le passé est indispensable si on veut vraiment comprendre les processus en jeu dans ces grands changements climatiques. Si nous n'avions qu'une centaine d'années de données, eh bien nous passerions à côté beaucoup de processus qui sont quand même importants sur le long terme, et c'est bien ce qui nous intéresse ici. Ceci étant, même si on s'intéresse aux données du passé, on n'a pas dans le passé. Alors dans le passé, on a eu des périodes plus chaudes qu'actuellement, hein, de façon tout à fait naturelle. Par exemple, il y a à peu près, disons, au début de la période actuelle, il y a 8 à 10 000 ans, il y a 125 000 ans également, on a eu des périodes plus chaudes, mais pour des raisons différentes. C'est bien qu'on ne peut pas utiliser ces périodes chaudes des passés simplement comme analogues. Donc il nous faut utiliser des modèles, et bon, ça c'est le bon sens, plus on émet de gaz à effet de serre, disons, plus le risque de réchauffement est important. Donc là, j'ai simplement, disons, ça vient du dernier rapport du GIEC, donc là on montre simplement, donc on opère à travers différents scénarios. Alors, il y a aussi des scénarios intermédiaires, mais là je vous montre les scénarios le plus émetteurs et le scénario les moins émetteurs. Alors, le scénario le plus émetteur nous emmène, et le problème, c'est que nous sommes sur ce scénario le plus émetteur actuellement, et si nous utilisons l'ensemble des ressources dont nous disposons, c'est clairement vers ce scénario que nous risquons d'aller, c'est-à-dire des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Et c'est quelque chose évidemment, enfin, à mon avis, auquel on ne pourra pas s'adapter. D'autant plus qu'il y a d'autres conséquences. Vous voyez donc ce réchauffement en bas à droite, là, vous voyez qu'il n'est pas équitablement réparti, plus important sur les continents, encore plus important sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord. C'est déjà ce qu'on observe. Et ce scénario, ce n'est vraiment pas ce vers quoi nous devons aller. Disons, en tout cas, vu du point de vue du climatologue, nous devons privilégier le scénario ici à faible émission, j'y reviendrai. D'autant plus que si vous prenez la route de ce scénario très émetteur, je rappelle qu'il y a simplement, on a les réserves malheureusement de pétrole, de gaz, de charbon pour disons, fournir assez de gaz à effet de serre, émettre assez de gaz à effet de serre vis-à-vis de ce scénario. Et certains disent on exploitera le pétrole jusqu'à la dernière goutte. Hein, c'est un discours qu'on entend souvent, mais si on fait ça, vous voyez, ce sont des réchauffements de 8 à 10 degrés qu'on peut, alors si on se place maintenant à échéance de 200 ans, le problème de ce scénario très émetteur, c'est qu'il n'y a pas stabilisation à la fin du siècle. Quand on part de la fin du siècle, c'est vraiment un peu trompeur. C'est une échéance qui n'en est pas une en termes climatiques suivant ce scénario. Dans le cas contraire, évidemment, les scénarios le moins émetteurs, il y a stabilisation à la fin du siècle et effectivement, dans ces cas-là, ça a un sens de parler du réchauffement à la fin du siècle. Donc 8 à 10 degrés, je rappelle simplement qu'entre la période glaciaire, il y a 20 000 ans, et la période actuelle, il n'y a eu qu'un réchauffement que de 4 à 5 degrés.
en moyenne globale. Donc, disons, là, on est en train de faire, si on suit ce scénario, faire subir à notre planète en moins d'une centaine d'années, on ne parle plus de générations futures dans ce cas-là, un réchauffement équivalent à un passage glaciaire interglaciaire. Donc c'est quelque chose, ce sont des climats extrêmement différents. Évidemment, le niveau de la mer, disons, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra d'autant plus rapidement aussi qu'on émet plus. On pourrait, disons, le risque d'atteindre 1 mètre dans le cas du scénario très émetteur n'est pas du tout négligeable. Et là aussi, c'est plutôt à échéance de quelques siècles, disons, l'élévation du niveau de la mer se poursuit de façon irrésistible et, disons, inéluctable, parce que là, les échelles de temps d'inertie sont très longues dans l'océan, dans les glaciers. Donc, ce sont quelques mètres à échéance de quelques siècles, voire du millénaire, dont on prend le risque. Évidemment, l'élévation du niveau de la mer est moins importante dans les scénarios moins émetteurs. Des conséquences, voilà, des risques de vagues de chaleur plus importantes et des risques de sécheresse plus importante. Et là, je vous montre, si vous regardez en bas à droite, les zones marron. Donc là, vous voyez, c'est centré sur l'Europe. Vous voyez la France, la Méditerranée. Eh bien, tout le pourtour méditerranéen est affecté par une diminution des précipitations dans un climat plus chaud. C'est ce que nous entrevoyons, avec des conséquences, évidemment, pour les ressources en eau très importantes et des sécheresses à répétition dans ces régions. Et ça peut toucher un peu, en tout cas, la France n'en est pas exempte, et ça peut être une des conséquences les plus importantes en France. Des précipitations plus intenses, c'est déjà ce qu'on observe. Des cyclones plus intenses, aussi pas plus nombreux, mais ils risquent d'être plus intenses. Et comme vous le pressentez, eh bien, les dégâts causés par les cyclones sont vraiment directement liés à l'intensité du cyclone, l'élévation du niveau de la mer, la fonte du permafrost. Un autre point très important, l'acidification de l'océan, lié au fait que le gaz carbonique est un acide faible, les écosystèmes, la santé. En fait, ce qu'on observe, c'est que tous les secteurs d'activité sont touchés par le réchauffement climatique, et très peu de façon, je dirais, favorable. Je le redis, je ne m'étendrai pas trop, mais nous sommes très conscients que nous avons beaucoup d'incertitudes. Évidemment, les scénarios en est une, l'importance de l'amplification du réchauffement. Même à un scénario donné, on a pas mal d'incertitudes, un facteur 2 à échéance de la fin du siècle, les caractéristiques régionales, le fait qu'on ne maîtrise pas vraiment la modélisation des nuages dans un climat plus chaud, l'évolution des calottes glaciaires, les surprises climatiques. Tout cela, ce sont aussi des objets de recherche, mais des incertitudes. Mais je le redis, les certitudes sont suffisantes pour l'action. Si on regarde, par exemple, donc évidemment, il y a un lien, les aspects santé-environnement je pense qu'on est mieux préparé qu'en 2003 pour les vagues de chaleur en France, mais ça, c'est sur la France. Quand vous regardez le scénario le plus émetteur, eh bien, vous voyez le pointillé, c'est l'été 2003, qui était lui-même 3 degrés plus chaud en moyenne qu'un été normal du XXe siècle. Eh bien, pratiquement dans la deuxième partie du XXIe siècle, de notre siècle, avec ce scénario émetteur, eh bien, l'été 2003 sera un été froid, un des étés les plus froids, et alors que par rapport on pourrait arriver à des réchauffements de 8 degrés en moyenne par rapport aux étés du XXe siècle, auxquels, disons en tout cas, nous sommes habitués. Alors évidemment, on voit l'intérêt de ne pas trop émettre, c'est-à-dire dans ce cas-là, le risque d'avoir des étés supérieurs à 2003, c'est plutôt d'avoir des étés à type 2003 à répétition que des étés plus chauds que 2003, qui est le risque principal. Donc, où en est-on ensuite sur, un peu sur les points. Donc, c'est une lapalissade que plus on émet, plus on est certain que le réchauffement est inéluctable, il va se poursuivre. Maintenant, on est dans un cas où il faut limiter le réchauffement climatique et, disons, la Convention climat, j'y reviendrai, auquel tous les pays de la planète ont adhéré, spécifie que ces réchauffements climatiques devraient être limités à 2 degrés si on veut s'y adapter. Mais on voit bien que si on veut que le réchauffement soit limité à 2 degrés, en fait, au rythme actuel d'émissions, on n'a plus qu'une trentaine, c'est 10 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2, on a à peu près qu'une trentaine d'années d'émissions au rythme actuel. Et ça équivaut à ce qu'on dit, si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, eh bien, il faut diviser les émissions planétaires par 3 entre 2020 et 2050 et continuer par la suite. Il faut aller de façon extrêmement volontariste vers une
une société sobre en carbone. Ce n'est pas le chemin qu'on prend, c'est le chemin qu'on souhaite, mais voyez la difficulté, puisque ces émissions auxquelles on demande, en particulier de gaz carbonique, auxquelles on demande de décroître rapidement, n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'au cours des 10 dernières années. Donc de 2 parties par million par an, de 2 à 3% par an, les émissions augmentent chaque année régulièrement. Alors, c'est dans ce cadre que se place, disons, alors le GIEC fait simplement un diagnostic, on ne fait pas des recommandations. Les décideurs politiques se retrouvent au sein de la Convention climat. Alors, la Convention climat a été mise en place en 92 avec disons, celle de 97 un peu symbolique, celle de Kyoto en 97 qui a mis en place le protocole de Kyoto, celle de Copenhague en 2009 qui devait mettre en place la deuxième phase du protocole de Kyoto, mais ça a été un peu un échec puisque nous y sommes maintenant dans la deuxième phase du protocole de Kyoto et pratiquement seule l'Europe s'est engagée dans cette deuxième phase. L'intérêt de la conférence de Copenhague, c'est qu'on est passé d'une convention climat, disons, d'une convention climat qui limite, dans lequel, disons, qui dit simplement qu'il faut stabiliser l'effet de serre. Elle n'était pas chiffrée au départ, elle est chiffrée maintenant à 2 degrés. Et puis la conférence 2015 que la France organise fin 2015 devrait être importante puisqu'elle devrait nous engager sur si on veut réussir à limiter le réchauffement, devrait nous engager sur un accord pour l'après 2020, engageant tous les pays et aussi, disons, redonnant de l'ambition aux engagements entre 2015 et 2020. Donc cette conférence sera organisée à Paris l'an prochain pour montrer un peu la difficulté, je dirais, politique, stratégique auquel on fait face, devant cette conférence. Moi-même, je suis impliqué dans le comité de pilotage. Donc on voit bien la difficulté de cette... simplement, il suffit de regarder, engager tous les pays. Comme vous voyez, l'augmentation, la Chine est passée en termes d'émissions de gaz à effet de serre devant les États-Unis il y a 5 ans et pratiquement les émissions sont presque de 2 fois plus importantes qu'aux États-Unis en 2013. Donc, vous voyez les émissions, l'Europe, disons, on a tenu les engagements de Kyoto. Tout le problème, c'est de savoir vers quoi l'Europe va, si les engagements vont être assez importants, parce que vous voyez bien qu'on ne prend pas la route actuellement on parle plutôt de gaz de schiste bitumineux, on ne prend pas le chemin d'une société sobre en carbone, et pourtant, vu du point de vue du climatologue, et c'est important, je crois, parce qu'il y a des conséquences sur tous les domaines, on n'en prend pas la route dès maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment maintenant qu'il faudrait agir. Par exemple, si on veut limiter à 2 degrés, eh bien là, bon, vous voyez les chiffres, c'est en milliards de tonnes équivalents. Vous voyez, on est à 58 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Bon, si on regarde les engagements qui sont pris d'ici 2020, dans le meilleur des cas, on arrivera à 52. Et ce qu'il faudrait, disons, les engagements qui ont été beaucoup d'engagements volontaires, on arriverait à 52 milliards de tonnes. Si on veut rester sur un chemin qui nous permette de ne pas dépasser 2 degrés à terme, à stabilisation, eh bien, il faudrait qu'en 2020, nous soyons à 44. C'est-à-dire qu'on a déjà à peu près 20% d'émissions en trop par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire qui nous permette d'atteindre cet objectif auquel, c'est ça qui est important, tous les pays de la planète y ont adhéré en principe. Mais le passage à l'action, on est loin du compte. Bon, et pourtant, on peut le faire, c'est possible. Simplement redire que c'est possible en agissant sur les différents secteurs. Il ne faut pas partir avec cette idée que c'est techniquement, que c'est impossible. Si, il faut se désintoxiquer de cette civilisation que nous avons construite autour des combustibles fossiles. Il y a aussi d'autres, bon, il ne faut pas oublier le rôle de l'agriculture dans les émissions de méthane, dans les émissions de protoxyde d'azote, de l'industrie dans d'autres, mais au cœur de notre système d'émissions, c'est vraiment, je le redis, le gaz carbonique, et il faudra absolument se désintoxiquer de cette... Et c'est un peu le problème. En gros, quand il nous reste 300 milliards de tonnes à émettre, en gros, il ne faudrait pas qu'on utilise plus de 10 à 15% des réserves, disons, de combustibles fossiles. Et vous voyez bien que c'est ça la difficulté actuellement. Quand on tient ce discours, voilà, on est... Disons, les gens nous écoutent, mais en gros, ils ne nous entendent pas et l'action n'est pas vraiment mise en route, en tout cas pas au niveau auquel il faudrait. Alors, pour terminer sur une note d'optimisme, je vais essayer d'en terminer là. En fait, je voulais simplement dire que, bien sûr, quelles sont les solutions, beaucoup d'efficacité énergétique. Je me suis impliqué
dans le débat national, excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers, mais on a beaucoup de discussions en France. Disons qu'on a une loi sur l'énergie. La France, en 2005, a adhéré à cet objectif d'une division par 4, voire par 5 de ses émissions à horizon 2050 par rapport à 1990. Nous allons avoir une nouvelle loi sur l'énergie, qui commence à se discuter, qui devrait être finalisée cette année, votée cette année, avec, redisant ses objectifs, aussi avec un objectif de diminuer la part du nucléaire dans notre production d'électricité. Ce qui rend évidemment l'objectif plus difficile, parce que les leviers sur lesquels on peut jouer, c'est l'efficacité énergétique, la sobriété, faire attention à notre utilisation d'énergie, bien sûr faire attention aux autres gaz à effet de serre, mais aussi évidemment privilégier les énergies non émettrices de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut bien voir, je ne vais pas lancer un débat ici, on n'en a pas le temps, ça me ferait plaisir, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regarde à l'échelle planétaire, le potentiel, donc on peut évidemment parler du nucléaire, mais le potentiel du nucléaire en termes d'énergie finale ne sera jamais, même en 2050, que de moins de 10% de l'énergie finale, tandis que si on regarde, disons le GIEC a fait, il y a 2 ou 3 ans maintenant, un rapport sur les énergies renouvelables, et bien quand on regarde les énergies renouvelables, il y a vraiment, on a le potentiel, si on s'y mettait au niveau planétaire, de pourvoir à peu près la moitié de l'énergie finale, c'est-à-dire celle que vous avez chez vous, avec les énergies renouvelables. C'est pour terminer sur une note d'optimisme. La note d'optimisme, c'est que techniquement, c'est possible. Malheureusement, je ne crois pas qu'on en prenne la route. La France a... c'est vraiment un véritable défi pour la France que cette conférence 2015, puisque, bon, si j'ai parlé de cette nouvelle loi, évidemment, le pays organisateur a quand même un rôle, puisqu'il préside toutes les discussions, toutes les négociations qui durent une quinzaine de jours. C'est chaque année, il y a cette conférence climat. L'an dernier, c'était à Varsovie, avant à Durban, à Cancun, un an à Doha, à Durban, à Cancun, donc Copenhague. Moi, j'y participe à toutes ces grandes conférences où ça discute bien, mais disons, on voit bien la difficulté de passer, des paroles aux actes, c'est très clair. Et pourquoi? Bien parce que aussi, chacun de nous, il faut bien s'en rendre compte, nous sommes directement impliqués dans notre façon de vivre. En France, par exemple, la moitié de nos émissions sont liées à la façon dont nous nous déplaçons et, au transport et au domestique. Donc, je veux dire, ce sont beaucoup aussi des choses. Il faut bien voir qu'un des problèmes, c'est que nous sommes tous concernés, mais je veux aussi dire que techniquement, c'est possible. Et j'espère quand même que la difficulté de maintenir le climat à 2 degrés à terme, le réchauffement en dessous de 2 degrés, avec cette idée que si c'est le cas, on peut s'y adapter, est vraiment un véritable défi. Mais il faut de toute façon aller, vers des émissions, diminuer les émissions très rapidement si on ne veut éviter, je dis franchement, c'est pas la fin du monde, c'est pas ce que je dis, mais disons un climat auquel nos enfants, nos petits-enfants ne pourront tout simplement pas s'adapter. Merci beaucoup.